Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisons. Aujourd'hui, on va voir 10 conseils pour surmonter l'anxiété sociale. Est-ce que agir et être toi-même en face d'autres personnes est souvent un calvaire pour toi? Dans cet épisode, je vais t'apprendre comment surmonter l'anxiété sociale pour te sentir plus confiant, plus confiante et plus détendu face aux autres. Prends de quoi noter pour bien retenir les conseils que je vais te partager dans cette vidéo. On va avoir 3 grandes parties ensemble. La première partie va consister à comprendre est-ce que tu es touché ou non par l'anxiété sociale. Dans la deuxième partie, on va voir ensemble quelles sont les causes, si tu es bien concerné, quelles sont les causes qui ont fait que tu en es arrivé là. Et dans la troisième partie, on va voir 10 conseils qui ont été éprouvés, démontrés comme étant efficaces pour pouvoir sortir de l'anxiété sociale. Premièrement, es-tu concerné? L'anxiété sociale, c'est une peur excessive du jugement des autres. C'est une peur que tu sais être irréaliste par rapport à la réalité, mais n'empêche que tu l'éprouves quand même et que c'est plus fort que toi. Elle repose, cette anxiété sociale, sur 2 grosses fondations. La première, c'est une estime de soi-même qui est super négative. Et la deuxième, c'est cette croyance inconsciente que les autres sont dangereux pour nous, qu'ils sont en capacité de nous faire du mal, que ce soit par l'humiliation, par la violence physique ou verbale, par le dénigrement, la critique, qu'ils sont capables du coup de nous atteindre et de nous blesser fortement. Il y a 5 situations dans lesquelles il est hyper courant de pouvoir observer de l'anxiété sociale. La première situation, c'est quand il faut être performant face aux autres. Que ce soit à l'occasion d'un examen, d'un entretien, d'un exercice de prise de parole. Être perçu par les autres comme étant performant est au cœur de la préoccupation de quelqu'un qui a de l'anxiété sociale. Et le problème, c'est qu'il ne se croit pas capable de pouvoir être performant et donc va se sentir très mal à l'aise dans ces situations-là. La deuxième situation, c'est dans les interactions superficielles. Typiquement, les échanges de civilité sociale, quand tu rencontres des personnes dans un magasin, les bonjours, les merci madame, les petites interactions de rien du tout, mais peuvent être une véritable source de stress et d'angoisse pour les personnes qui sont atteintes d'anxiété sociale. On a également les situations d'interaction approfondie. Et là, c'est quand il s'agit d'aller se dévoiler un peu plus, de dire plus de choses. Et là aussi, on peut ressentir de l'anxiété sociale si jamais on a l'impression qu'on n'est pas assez intéressant, qu'on ne s'exprime pas bien, ou qu'on est mal à l'aise à l'idée de parler de soi. La quatrième situation, c'est lorsqu'il faut s'affirmer. Typiquement, dire ce qu'on a envie de faire, dire ce qu'on n'a pas envie de faire, poser des limites, ou prendre une décision face au regard des autres. Ça peut être un endroit où quelqu'un qui a de l'anxiété sociale a beaucoup de difficultés à prendre position. Enfin, la dernière situation où c'est courant de voir les personnes qui ont de l'anxiété sociale, c'est lorsqu'on est simplement observé par les autres. Quand on est au cœur de l'attention. Et il peut y avoir cette crainte d'être dévisagé, d'être scruté par les autres, et du coup d'être jugé et condamné. Que ce soit parce que justement tu es dans une situation où tu dois performer, que ce soit parce que tu es dans une conversation avec quelqu'un, ou que ce soit simplement parce que pour une raison X ou Y, tu attires l'attention sur toi. Toutes ces situations que je viens de nommer là sont potentiellement des calvaires pour les personnes qui vivent de l'anxiété sociale. Comment tu peux savoir si ça te concerne ou pas? Déjà, peut-être que dans ce que je t'ai dit, tu t'es reconnu. Pour aller un peu plus loin et être un peu plus nuancé encore, il y a différents degrés de gravité d'anxiété sociale. Pour mesurer cette gravité-là, il s'agit de voir à quel point est-ce que toute l'angoisse et l'anxiété prend de la place sur ton fonctionnement au quotidien dans ta vie. Le schéma de l'anxiété sociale, par opposition à du stress normal, il va être dans 3 temps.
Le premier temps, c'est dans le présent, où la situation est en train de se produire, et la personne qui a de l'anxiété sociale, plutôt que de ressentir le stress et simplement de détourner son attention sur la situation et commencer à avancer dans la situation, ce que ferait une personne qui n'a pas d'anxiété sociale. Elle peut être stressée d'un coup, par exemple quand on passe un entretien ou que voilà, on est à un examen, on peut avoir le stress, mais on va très vite porter notre attention, notre focus sur la tâche en cours, sur la situation et pour pouvoir avancer. Personne qui a de l'anxiété sociale, en fait, son mécanisme inconscient, c'est de rester focus sur le problème, sur qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Et du coup, elle est comme en train de se dissocier de la situation et de s'auto-observer, et d'observer aussi l'environnement, les gens autour, pour voir comment ils réagissent. Et du coup, au lieu de vraiment être concentré, avoir le maximum d'énergie sur le fait d'avancer et de sortir victorieux de la situation, la personne qui a de l'anxiété sociale, elle est vraiment en train d'essayer de contrôler ce qui pourrait faire capoter la situation. C'est très différent. En fait, elle est vraiment en train d'essayer de minimiser ce qui pourrait être mal fait de sa part. Mais c'est très fatigant, c'est très difficile à vivre intérieurement, et généralement, ça se voit aussi de l'extérieur qui a un malaise. Le deuxième temps de l'anxiété sociale, c'est après coup. La situation est terminée, et quelqu'un qui ne serait pas troublé par l'anxiété va simplement passer à autre chose. Tandis que la personne qui a de l'anxiété sociale, elle va se retrouver à ressasser et à ruminer la situation qui vient de se dérouler. Non seulement elle va revoir le scénario, elle va se demander qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux et qu'est-ce qu'elle a mal fait. Et à commencer à anticiper les conséquences et les dangers de ce qu'elle a mal fait. Donc en fait, l'événement est terminé, mais il continue à prendre de la place dans son esprit, dans son énergie, et ça peut même l'empêcher d'avancer sur autre chose dans son quotidien. Enfin, le troisième temps de l'anxiété sociale, c'est l'anticipation. C'est avant qu'une prochaine situation de la sorte se reproduise, la personne va commencer à anticiper qu'elle va se retrouver dans cette situation et que ça va mal se passer. Elle va commencer à avoir peur avant même que ça n'arrive et commencer à appréhender et essayer de contrôler, préparer pour que ça soit le moins dangereux possible le moment où elle va être confrontée à la situation. Et plus l'anxiété est grave et plus les mécanismes d'évitement sont importants. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement appréhender que la situation arrive, la personne commence à éviter ce type de situation, à ne plus sortir, par exemple faire les courses dehors, mais faire les courses en ligne. Ne plus aller à des soirées où elle pourrait rencontrer des personnes inconnues avec qui elle serait obligée de parler. Et petit à petit, cette anxiété sociale va être de pire en pire, puisque le mécanisme d'évitement fait qu'il y a comme un soulagement temporaire face au danger, et le corps croit que, du coup, c'est très bien ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, il fallait éviter le danger. Si on est soulagé, on n'a pas eu affaire à ça, il faut qu'on reste loin du danger. Alors même si le soulagement est temporaire, malheureusement les personnes qui ont de l'anxiété sociale vont souffrir très très fort de ce mécanisme de défense exacerbé, parce que du coup, elles vont se retrouver de plus en plus isolées. Leurs besoins sociaux ne seront pas nourris, elles vont se sentir aussi très nulles, elles vont avoir une estime d'elles-mêmes extrêmement mauvaise, déjà qu'elle n'était pas bonne de base, mais comme elles se voient de moins en moins en capacité de faire ce que la grande majorité des gens font sans se poser de questions, la personne se juge de plus en plus négativement parce qu'elle n'arrive pas, elle, à avoir des interactions sociales détendues, confiantes et positives. Cela peut entraîner des épisodes de dépression chronique, puisqu'on se sent de manière régulière déprimé, pas à la hauteur, on n'arrive pas à avancer, il y a un sentiment intérieur de détresse et d'impuissance qui est très lourd. Et de l'autre côté, on peut avoir des addictions, qu'elles soient alimentaires ou à des substances. Et les addictions, elles sont là simplement pour essayer d'apaiser les émotions très inconfortables qui sont présentes, le mal-être, et aussi tous les manques qui sont dus à l'insatisfaction des besoins sociaux et du manque d'estime de soi.
Donc si jamais tu es dans cette situation, belle âme, je t'envoie beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Sache que c'est un mécanisme de défense, c'est quelque chose qui à la base est naturel et inconsciemment ça veut ton bien. Et je sais que si tu subis ça aujourd'hui, tu as l'impression que c'est toi qui es nul, c'est toi qui as un problème, mais laisse-moi te rassurer, en tant que thérapeute qui accompagne beaucoup de personnes qui ont des troubles de l'anxiété ou des troubles du stress post-traumatique, c'est dans la même famille que les troubles anxieux, vraiment, c'est un mécanisme inconscient. Et tu peux apprendre à le rééquilibrer. Tu n'es pas obligé ni condamné à subir ce cercle vicieux de l'anxiété sociale. Est-ce que tu veux savoir comment en sortir ? Pour pouvoir développer des relations qui vont être plus confiantes avec les autres et du coup plus épanouissantes, où tu vas pouvoir te sentir plus libre et plus à l'aise socialement. Pour ça, tu vas avoir besoin, dans un premier temps, de décortiquer quels sont les différents éléments qui composent cet engrenage de l'anxiété sociale. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme je te disais, tu n'es pas ce mécanisme de protection. Ce mécanisme de protection, il est là pour essayer de protéger la personne derrière que tu es quand tu te sens en sécurité. Le premier endroit d'où peut venir l'anxiété sociale, c'est du côté de la génétique. Si jamais tu as eu des parents, des grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents qui étaient très anxieux socialement aussi, ou qui ont vécu des événements qui mènent à penser que l'être humain est un être dangereux, qu'il faut se protéger, qu'il faut se tenir à carreau, qu'il faut être irréprochable pour pouvoir avoir la paix et pour pouvoir être protégé, eh bien, si tu as ça dans ton héritage génétique, transgénérationnel, c'est très possible que du coup ça s'exprime chez toi de manière plus forte que chez quelqu'un qui n'aurait pas vécu ces expériences transgénérationnelles dangereuses. On n'imagine même pas à quel point les héritages transgénérationnels ont un impact sur l'anxiété sociale. Des individus dans des lignées familiales qui ont eu des situations dangereuses, qui ont vécu des situations dangereuses ou qui ont appris à éviter des situations socialement dangereuses, peuvent transmettre leur apprentissage sur 14 générations en dessous. Donc il y a souvent des situations où on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des schémas limitants. Eh bien c'est souvent parce qu'il y avait une cause antérieure qui justifiait ce niveau d'autoprotection et de peur. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la génétique, c'est quelque chose qui est contrebalancé par l'épigénétique, c'est-à-dire comment ton environnement va activer ou non certains potentiels qui sont là en toi, que ce soit des potentiels agréables, constructifs, ou des potentiels qui soient désagréables et limitants. Qu'est-ce qui va influencer et activer du coup tes gènes aujourd'hui dans l'environnement dans lequel tu as grandi ? Eh bien, la première chose, c'est le comportement de tes parents. Est-ce que tes parents ou les personnes qui étaient en charge de toi, de ta fratrie, est-ce qu'ils avaient des comportements anxieux eux-mêmes ? Est-ce que c'était des personnes qui manquaient de confiance, qui avaient une mauvaise estime d'elles-mêmes, qui étaient beaucoup dans le contrôle, dans la gestion de leur propre image et représentation sociale ? Ou au contraire, est-ce que c'était des personnes qui étaient plutôt confiantes, plutôt à l'aise et qui avaient de la facilité à être en lien avec les autres ? Ensuite, tu as l'éducation. C'est-à-dire, est-ce qu'on t'a transmis des peurs ? Est-ce qu'on t'a transmis un regard sur le monde qui mènerait à croire que les gens ont véritablement la possibilité de te faire du mal si jamais tu ne te comportes pas de telle ou telle manière ? Et la manière dont ces choses t'ont été transmises, c'est très important de te rappeler aussi l'émotion dans laquelle ça a été fait. C'est-à-dire que on peut te donner
des indications pour mieux comprendre le monde, mais le faire depuis un espace où on est confiant en tant que parent, et on transmet une information, mais on te donne aussi la sensation que c'est surmontable, versus quand on va te transmettre une peur, littéralement une phobie. Dire attention, ne sors pas la nuit parce que tu vas te faire attaquer. Bon, bah, on sent là qu'il y a cette perception de danger, mais aussi dans l'émotion et dans ce qu'exprime l'adulte, il y a aussi de la peur, un sentiment d'impuissance face à ce type de situation. Donc du coup, en fait, au lieu d'armer l'enfant pour faire face à cette situation ou le faire sentir confiant et en maîtrise, il y a plus la transmission d'une espèce de menace de laquelle il faudrait fuir. C'est ce qu'on retient émotionnellement. Un autre élément qui compose l'engrenage de l'anxiété sociale, c'est ton environnement médiatique. Quelles sont les informations qui arrivent à ton mental ? Est-ce que tu regardes par exemple les JT à la télé, qui sont pour le coup réputés pour être pas mal anxiogènes et portés sur tout ce qui est crime, tout ce qui est danger, problème dans le monde ? Est-ce que tu regardes des séries qui sont violentes, qui sont pleines de drames, d'agressivité, de trahison ? Est-ce que tu lis des choses qui sont assez déprimantes et décourageantes par rapport à la condition humaine ? Car l'anxiété sociale s'alimente de tout ça, s'alimente de toute cette vision du monde qui pousse à la paranoïa, qui pousse au sentiment que l'humain est un danger pour l'autre et qu'il est dangereux d'agir d'une manière qui fasse qu'on soit remarqué par autrui. Un des autres éléments de l'engrenage de l'anxiété sociale, c'est lorsque dans l'éducation, l'enfant a senti qu'il avait besoin d'être toujours plus ou d'une certaine manière de correspondre à ce que le parent attendait de lui. Sinon, ce qui se passait, c'était que le parent pourrait devenir violent, humiliant, retirer son amour d'une certaine manière, retirer son respect d'une certaine manière, exprimer un mécontentement, exprimer quelque chose de très désagréable qui fait sentir à l'enfant qu'il va y avoir des répercussions fortes. Ça peut être de la punition, de la réprimande, voire de la vraie violence physique ou la violence psychologique. Et cette violence de l'éducation, elle peut venir aussi des structures scolaires ou extrascolaires. Ça peut être les personnes qui sont responsables de l'enfant en dehors du cadre familial. Donc typiquement, si tu as vécu ce type d'enfance, c'est très probable que l'anxiété sociale vienne beaucoup de là. Ce conditionnement qui fait que du coup ton cerveau a appris à être hyper vigilant à ce que toi tu fais et être hyper vigilant à comment les autres autour se sentent. Dès que quelqu'un émet un signal de désapprobation ou de mécontentement, ça peut vraiment être hyper violent à l'intérieur de toi, les mécanismes de défense qui se mettent en place. De la même manière, il y a cet auto-jugement, cette critique, cette dévalorisation qui vient de quelque part, peut-être que c'est ce que tu as entendu et que tu l'as internalisé et que c'est une certaine manière de reprendre ton pouvoir aussi sur la manière dont on t'a traité, c'est de te traiter toi-même de cette façon-là. Et du coup, c'est comme si tu empêchais que l'extérieur te fasse du mal en te faisant du mal d'une certaine manière et afin de te pousser à te comporter de la manière dont ton inconscient croit qu'il faut se comporter pour pouvoir éviter la souffrance. Donc si c'est ça que tu as vécu, voilà, je t'envoie plein d'amour, plein de douceur, et ça nous amène à un dernier élément qui est la guérison des traumatismes. Les traumatismes d'enfance ou les traumatismes transgénérationnels, quelle que soit la racine qui ait vécu ça, quelque chose en toi a enregistrer cette mémoire traumatique. Et une mémoire traumatique, c'est en fait une situation où il y a eu un mélange entre un sentiment de détresse très important à l'intérieur de soi, émotionnellement, et un sentiment de ne pas être capable de faire face à la situation. Et donc d'une certaine manière, d'être mis en échec. Et si on rajoute cette sensation d'échec avec cette émotion très intense de détresse, on crée un traumatisme et ce traumatisme va s'enregistrer
dans le corps sous une forme de stress qui va ensuite ressurgir, donc le stress post-traumatique. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu des situations extraordinaires qui sont reconnues comme étant des moments traumatisants pour ressentir et être sujet à du stress post-traumatique. Il y a une forme de stress post-traumatique qui est le stress post-traumatique complexe, qui est lié à l'enfance et à des situations sur lesquelles, de manière durable, l'environnement n'a pas répondu à tes besoins de manière adéquate, que ce soit en termes de quantité ou que ce soit en termes de différents besoins. Et par exemple, un des besoins qui a été vachement négligé et maltraité au cours des différentes générations dans les sociétés modernes et occidentales, c'est les besoins affectifs et les besoins émotionnels. Ces besoins-là ayant été négligés, on n'a pas appris à bien réguler ses émotions et on n'a pas appris à être dans le lien avec ses enfants notamment, mais aussi de manière sociale, d'être dans un lien qui soit de confiance, qui inspire la bienveillance, l'empathie et qui permettent une véritable connexion, une vraie reconnaissance, une légitimisation de ce que chacun vit d'un point de vue émotionnel. Et au contraire, comme il n'y a pas cette intelligence émotionnelle, il y a facilement du jugement, facilement du dénigrement, facilement de la condamnation de comment un être humain peut réagir émotionnellement. Et en particulier les enfants, parce que quand tu te construis en tant qu'enfant, il y a plein de mécanismes émotionnels qui sont en train de se mettre en route et ça s'exprime de manière assez chaotique, explosive. Et si le parent prend ça pour du caprice, prend ça pour du cinéma, prend ça pour un manque de tenue, eh bien, il va t'éduquer en fonction, sauf que ça vient contrarier des besoins de développement de ta part et ça va entraîner par conséquent des traumatismes parce que tu auras vécu des moments de grande impuissance, de grande injustice et personne n'a pu légitimer ton ressenti et ton besoin à ce moment-là. Donc voilà, ça va construire ta personnalité, que ce soit les traumatismes d'enfance ou l'éducation qui va étiqueter une vision de toi-même qui est dénigrante, comme si tu étais par exemple maladroit, comme si tu ne savais pas bien t'exprimer, comme si tu n'étais pas doué à faire certaines choses, comme si tu n'étais pas intelligent. Tout plein d'étiquettes qu'on a pu coller sur toi, qui fait que du coup tu te sens mal à l'aise avec toi-même et que tu as peur que le monde autour de toi te renvoie cette image négative et que cela justifie de leur part un comportement irrespectueux envers toi. Évidemment, dans la réalité, c'est inacceptable et en tant qu'adulte aujourd'hui, tu as le droit de te défendre de ces situations, de les prévenir et d'agir aussi pour te sentir beaucoup plus à l'aise avec toi-même. Et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de cet épisode. Donc on l'a vu, l'anxiété sociale, c'est vraiment un enfer pour la personne qui le vit. Et si c'est ton cas, ça t'empêche de te sentir libre d'exister et d'agir face aux autres de manière simple, de manière spontanée. Et du coup, tu te retrouves à anticiper des situations et des scénarios catastrophiques et en même temps à ruminer le négatif et à voir tout le temps tes défauts et tout ce qui pourrait mal se passer. Du coup, dans cette troisième partie, je vais te proposer des solutions qui sont sérieuses et démontrées comme étant efficaces pour sortir de l'anxiété sociale. Et en embarquant dans cette aventure de guérison, tu découvriras qui tu es quand tu te sens en sécurité avec toi-même et en sécurité avec les gens. Et du coup, tu pourras goûter au plaisir d'être authentique et de prendre ta place et ainsi de te réaliser. Donc, écoute attentivement les conseils que je vais te proposer, les 10 conseils, et prends bien des notes pour pouvoir appliquer ça une fois que la vidéo sera terminée. Premier conseil, rappelle-toi qui tu es en mode plaisir, car c'est cette version-là de toi que tu veux renforcer. C'est une version qui existe. Si tu es là et que tu écoutes cette vidéo, tu sais qu'il y a une part de toi qui n'est pas ce mécanisme de défense et d'anxiété sociale, mais qui est au contraire cette partie qui a envie de vivre et qui a envie de profiter de la vie. Donc observe dans quelle situation est-ce que cette partie-là de toi, elle s'exprime déjà. Est-ce que s'il y a des personnes en particulier avec qui tu te sens en confiance, en sécurité, et qui du coup te permet de pouvoir expérimenter cette joie de vivre, cette ouverture au monde, cette connexion qui est safe.
Regarde aussi si tu as des activités dans lesquelles tu te sens libre et où justement tu peux expérimenter cette version de toi confiante et qui peut agir et être librement. C'est important que dans tes processus de guérison, tu aies toujours en parallèle ce processus de vie, ces projets de vie, ces activités où tu te sens vivant, où tu te sens confiante. C'est super important parce que sans ça, tu rentres dans une boucle où tu es encore une fois concentré que sur le négatif et ce que tu veux guérir à tout prix au détriment de la vie. Or, la raison pour laquelle tu veux guérir, c'est pour pouvoir vivre. Donc, c'est important que tu cultives cette vie-là en parallèle de tout travail de guérison. Et ça va le renforcer et l'accélérer. Ensuite, deuxième conseil, et c'est vraiment un projet en soi, c'est de reconstruire une image positive de toi-même. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, la raison pour laquelle tu éprouves de l'anxiété sociale, c'est que, en fait, à la base, il y a une image de toi qui est super négative et dévalorisante. Comme s'il y avait une version de toi qui n'était pas aimable, qui ne mérite pas d'être respectée et qui mérite qu'on la traite mal. Il est temps de changer ça. Et pour changer ça, ce que je te propose, c'est pas juste de te donner des phrases d'affirmation positive sur toi, parce que ça, c'est inversant. Mais ce que j'observe beaucoup, c'est qu'il y a des personnes qui font ça et qui, à côté, continuent de mal se traiter. Continuent, quand elles se sentent, par exemple, dans le jugement, au lieu de faire preuve de bienveillance et d'empathie, elles se jugent par-dessus le fait qu'elles se jugent. Et donc là, on rentre encore dans un cercle vicieux qui augmente l'anxiété sociale. Donc pour reconstruire une image positive de toi-même, l'approche que moi je te propose, mon conseil, c'est d'adopter la posture de reparentage. Puisque peut-être que c'était figure parentale, peut-être que c'était à l'école aussi, tu as vécu, il y a souvent à l'école aussi des situations dans lesquelles on peut vivre des traumas sociaux, des violences, des maltraitances, de la critique. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de dire maintenant, tu es là pour toi en tant que personne ressource. Dans ces moments où tu as vécu des traumatismes, où tes besoins n'ont pas été nourris, il n'y avait pas quelqu'un à côté de toi qui était en capacité de reconnaître tes besoins, de légitimer tes émotions et de t'apporter du soutien pour nourrir tes besoins. Aujourd'hui, tu es cette personne-là pour toi. Tu es cette personne-là pour toi. Et c'est en te comportant de cette manière-là que tu vas pouvoir reconstruire une image de toi-même qui est positive. C'est comme ça que tu vas pouvoir développer la croyance que tu vaux la peine qu'on prenne soin de toi. Tu vaux la peine d'être aimé. Tu vaux la peine d'être respecté. En fait, tu vas te montrer à toi-même le premier exemple. Et par exemple, typiquement, pour sortir de la boucle de l'anxiété sociale, ça va être déjà de donner de l'amour à la part de toi qui se juge. Et au lieu d'arriver et de vouloir combattre le feu par le feu, ce qui ne marche pas quand on essaie de guérir des blessures d'amour, c'est pas en jugeant et en condamnant la part de toi qui te juge et qui te condamne que tu vas pouvoir guérir, mais c'est au contraire en arrivant et en disant « Ok, je vois qu'il y a du jugement à l'intérieur de moi, qu'il y a une part qui me juge, et c'est ok. Moi, je m'aime et je m'accepte en toutes circonstances, ou j'apprends à m'aimer et à m'accepter en toutes circonstances. Et moi, maintenant, dans un second temps, je vais choisir de me valoriser. Et là, je vais me dire un compliment. Et là, je vais regarder un point positif sur lequel j'étais pas concentrée, mais en fait, qui est là, effectivement. Tiens, il y a tel progrès que j'ai fait. Tiens, il y a ça qui est une qualité chez moi. Et comme ça, petit à petit, tu vas reconstruire, c'est une construction, une image de toi qui est positive par une relation qui est pleine d'amour. Troisième conseil, entoure-toi de personnes qui sont aimantes, respectueuses et empouvoirées. Puisque ton comportement, il va aussi être influencé par les comportements de ton entourage. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, certaines causes de ton anxiété sociale peuvent être liées vraiment à des personnes autour de toi qui elles-mêmes sont anxieuses, qui elles-mêmes ont peur de comment les autres vont les voir et elles vont exprimer à plein de moments des symptômes de cette anxiété-là. Et là, ce qui serait important pour toi, ce serait de te concentrer sur les personnes dans ton entourage qui expriment le plus de confiance relationnelle. Pour t'inspirer, pour te nourrir, et aussi pour te donner un exemple par rapport à comment est-ce que tu peux te comporter avec toi-même, parce que généralement, ces personnes-là se comporteront bien aussi avec toi. Mais au-delà des personnes et des relations avec des gens, je t'invite aussi à faire attention aux médias que tu consommes.
toutes les fictions, les séries, les informations que tu reçois, elles vont être teintées d'une certaine vision du monde. Et c'est évidemment quelque chose qui peut avoir une forte influence sur ton niveau d'anxiété sociale. Donc, alimente ton mental avec des visions du monde qui sont constructives, qui sont nuancées et qui sont plutôt du côté optimiste et qui montrent l'humain sous un bel angle et qui te permet de te sentir appartenir à une espèce qui est capable de solidarité, capable de bienveillance, de guérison, de résilience et d'avoir des comportements sains pour le collectif. 4e conseil, fais du sport régulièrement, car l'activité sportive est un antidépresseur et un anti-anxiolytique naturel. Là, l'idée, c'est de trouver un sport qui soit compatible avec tes moyens, ta personnalité et tes envies. Il y a plein de sports qui existent, en extérieur, en intérieur, en solo, en groupe. Ça peut être des sports plus ou moins exigeants et plus ou moins combatifs, plus ou moins expressifs, artistiques, comme la danse par exemple. T'as les sports de combat comme les arts martiaux, t'as la course à pied, t'as la nage, t'as l'escalade, tu as le basket, le tennis, le badminton, le foot, la musculation, le pilate, le yoga. Donc tout dépend qu'est-ce que toi tu veux travailler pour te sentir mieux dans ton corps et le mobiliser aussi au niveau de sa puissance. Donc typiquement si tu choisis du yoga, prends du yoga qui va être plutôt athlétique. Pourquoi est-ce que le sport c'est si important ? Parce qu'en fait, une grande partie de ce qui se passe dans ta tête est liée à comment tu te sens dans ton corps. Or, si tu ne pratiques pas d'activité régulière, c'est normal que ton corps se sente un peu fragile, un peu faible, un peu vulnérable, voire très faible, très fragile, très vulnérable. Et dans ce cas-là, l'anxiété sociale, elle est justifiée. Parce que finalement, si toi, tu ne te sens pas forte dans ton corps, il va y avoir cette compréhension inconsciente que autour de toi, les gens, ils sont peut-être plus en forme et que ça va être beaucoup plus facile, du coup, de t'agresser si tu n'es pas en mesure de te défendre. Donc, c'est pas du luxe de faire du sport et c'est pas un bonus, c'est fondamental. De la même manière que construire une image de toi positive en te traitant de manière aimante et respectueuse, c'est fondamental. Faire du sport, faire une activité physique qui te renforce, c'est fondamental aussi. Là, je te parlais de sport, mais peut-être que ça peut être des activités comme de la construction, comme du bricolage de choses intensives, qui va du coup mobiliser pas mal de tes muscles et te faire éprouver ta force, faire éprouver ta vigueur, ton agilité. Et tout ça, c'est des expériences physiques qui peuvent t'aider. Le sport, ça va te permettre de te dépasser de manière saine, dépasser tes limites et voir que tu es capable de t'améliorer, de progresser et de faire preuve de résilience. Ça, c'est fondamental parce que dans la guérison, c'est un mécanisme qui est essentiel, la résilience. Le fait de voir que tu progresses, le fait de voir que tu es de plus en plus forte, ça va t'aider derrière à aussi avoir une meilleure estime de toi-même. Donc dans la reconstruction de ton image de toi positive, ça va être un énorme plus. C'est ce qui va t'aider aussi à prendre ta place concrètement dans le monde. Ça passe par le corps. 5e conseil, apprends à réguler ton stress et tes émotions. Comme j'en parlais plus tôt, on a des besoins émotionnels qui sont très mal reconnus à notre époque encore. Il s'agit pourtant de besoins qui ont été démontrés comme étant biologiquement fondamentaux. Besoin de réguler le stress, réguler les émotions, sinon le système nerveux va être en mode défense, attaque ou paralysie, comme si on faisait le mort. L'état de joie de vivre du système nerveux, l'état de plaisir, il est dans ce qu'on appelle le mode digestion et connexion. Et c'est cet état-là que tu veux apprendre à maîtriser, pouvoir revenir, maîtriser le chemin de retour dans cet état et le fait de pouvoir aussi te familiariser avec cet état qui est un état de calme, de confiance, de curiosité, dans lequel tu peux goûter la joie de vivre, le plaisir de savourer les choses de la vie et pouvoir aussi digérer les situations qui se sont passées dans l'intensité émotionnelle qu'il y a pu avoir. C'est ce qui permet le retour au calme. La digestion, c'est pas que physique, c'est aussi la digestion émotionnelle et mentale des situations que tu as vécues.
Mais pourtant, grâce au système nerveux qui est le lien entre le corps et l'esprit, le fait de digérer physiquement coïncide avec le fait de digérer aussi des situations psychologiques. Donc il y a des méthodes qui existent pour pouvoir favoriser la régulation du système nerveux et des émotions. Tu peux t'intéresser à la théorie polyvagale, tu peux te faire accompagner par des thérapeutes qui sont spécialisés dans la libération émotionnelle et la régulation des émotions. Moi, pour ma part, je te prépare en 2025 plusieurs programmes avec des vidéos guidées pour te permettre d'expérimenter par toi-même tout un ensemble de pratiques et trouver celles qui vont te correspondre pour pouvoir faire ce travail de régulation de manière naturelle et de plus en plus efficacement. Tu peux t'abonner à mon compte Instagram si jamais tu veux avoir les infos en temps réel, au niveau des actus de quand ces programmes sortiront. En ayant appris à réguler ton stress et tes émotions, tu vas te sentir plus calme, plus confiante, plus ancrée. Et par conséquent, ce sera beaucoup plus facile de faire face aux situations stressantes, que ce soit les situations sociales ou les situations après coup, quand tu es avec toi-même. 6e conseil, développe tes compétences sociales. Parce que oui, en fait, c'est possible qu'il y a des situations qui te stressent socialement, qui sont en fait liées à des vrais manques chez toi. Peut-être que là où tu as du mal, c'est t'exprimer en public. Mais l'expression en public, c'est pas quelque chose qui est naturellement facile. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui angoissent à cette idée-là. Comment font les personnes qui sont à l'aise? Alors, soit elles avaient un héritage transgénérationnel ou une éducation qui a fait qu'ils ont pu développer cette compétence et cette aisance, par exemple avec des parents qui sont très à l'aise eux-mêmes socialement, ou bien en étant allé, par exemple, je sais pas, en école de commerce ou en école artistique, et on a appris du coup à développer ses compétences. En école de commerce, on va apprendre par exemple à se vendre, à vendre des produits, à mettre en avant des idées, et de l'autre côté, on va être aussi habitué au rejet et à savoir naviguer avec ça. Quand on est dans des écoles et des formations artistiques, on va peut-être apprendre à mettre en avant son travail, à s'exprimer d'une manière qui va être beaucoup plus nuancée, beaucoup plus développée. Donc tout ça, c'est des apprentissages, que ce soit dans notre vie là, ou que ce soit des héritages d'ancêtres qui ont fait ça. Si toi, au contraire, c'est plutôt les small talk qui te posent problème, donc c'est ces petites conversations un peu superficielles où quand tu rencontres quelqu'un, tu rentres pas direct dans le vif du sujet profond de qui elle est, de pourquoi elle est là, mais tu vas plus être dans les sujets un peu légers, de oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Et tu peux être mal à l'aise avec ça. Et donc il y a des méthodes qui existent pour pouvoir avoir des repères pour mener à bien ce type de conversation. Si jamais tu veux apprendre à poser tes limites et que c'est ça qui te met mal à l'aise, eh bien il suffit de développer un ensemble de compréhensions et de vocabulaire qui vont te permettre de poser tes limites. Par exemple, c'est des compréhensions de l'ordre de jusqu'où est-ce que moi j'ai besoin de clarifier quelles sont mes limites et de m'autoriser à les respecter moi-même, et de l'autre côté, comment est-ce que je peux les formuler d'une façon qui soit compréhensible pour la personne en face et qui soit respectueuse aussi d'elle et de moi. Tout ça, toutes ces différentes compétences, que ce soit la prise de parole en public, que ce soit le fait de pouvoir poser des limites, ou bien de gérer les small talk, ou comment se rendre intéressant, et bien tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, et pour ça, aujourd'hui, tu as de la chance, tu as Internet, déjà, qui va être une première mine d'informations et de conseils qui pourra t'aider. Donc tu pourras gratuitement recevoir de l'information à ce niveau-là, que ce soit en francophonie, ou si jamais tu parles anglais, en anglophonie aussi, là tu as accès à plein de conseils de l'international. Tu as aussi eu des livres, des formations, des stages, des séminaires. Donc il manque pas de ressources aujourd'hui pour pouvoir apprendre à t'améliorer. Et vraiment, j'insiste, il y a beaucoup de personnes qui sont coincées socialement, qui ont des problématiques au niveau des interactions sociales et qui du coup cherchent à améliorer ses compétences. Tu es loin d'être seul, ça s'apprend, et il y en a plein qui vivent des transformations importantes à ce niveau-là. 7e conseil, expose-toi progressivement aux situations sociales qui te font peur. Le problème avec l'anxiété sociale, c'est l'évitement. C'est cette boucle infernale où on se met à éviter la situation au lieu de s'y confronter. Pour sortir de cette peur et de l'anticipation et aussi du manque de repères et de confiance dans ces situations elles-mêmes, ça va être important de pouvoir
aller petit à petit se réhabituer à ce type de situation. Si par exemple, toi, c'est simplement le fait de croiser des personnes dans la rue ou au supermarché, eh bien, l'idée, ça va être de définir quelle serait la première progression pour toi. Est-ce que c'est le fait de sortir un peu plus dans la rue, de rester un peu plus longtemps, de dire bonjour à quelqu'un dans la rue, ou simplement de répondre si on te parle? Est-ce que c'est le fait de discuter avec les personnes qui travaillent dans le supermarché, que ce soit à la caisse ou dans les rayons? Est-ce que c'est le fait d'interagir avec une personne dans la file d'attente avant de payer tes courses? Mets-toi des petits défis, des tout petits défis, qui soient là pour te rassurer et permettre à ton cerveau de faire la mise à jour, de se rendre compte qu'en fait, le danger, il n'est pas réel, qu'il n'est pas à la hauteur de ce que tu imagines. Il a été prouvé que les petits défis récurrents étaient beaucoup plus efficaces pour te donner confiance que le fait de se mettre un gros défi occasionnellement. Donc vise sur des petits défis quotidiens et la progression. Et si jamais tu n'es pas à l'aise avec cette idée de décision, de plan d'action, ou que tu sens qu'il y a trop de sujets, en fait, là, actuellement, ton anxiété sociale, elle prend tellement de place, il y a trop de sujets, fais-toi accompagner par un thérapeute, une thérapeute qui va pouvoir t'aider à mettre en place un plan d'action progressive, de progression tout doux, qui va te permettre de t'améliorer petit à petit en priorisant les zones où ça va te débloquer le plus rapidement. Typiquement, si jamais tu souffres énormément de ne pas pouvoir faire les courses, ça pourrait passer en priorité par rapport au fait de t'exprimer avec des inconnus en soirée. Pour avoir cette prise de recul et cette priorisation, ça aide des fois d'être accompagné de professionnels. 8e conseil, sois très attentif au positif. Là, ce qui est important, c'est que tu prennes des notes de tes progrès, que tu prennes des notes des choses qui vont bien. Ça va renforcer ta vision de ce qui se passe bien, ta vision de tes forces, de tes qualités. Ça va te donner de la confiance basée sur des preuves. Parce que ton corps, il est cartésien. Il croit que ce qu'il expérimente. Mais si tu l'aides pas à voir que là, il expérimente des choses qui sont OK, il va avoir du mal à l'intégrer et à l'enregistrer. Donc typiquement, si tu sors dans la rue et que tu croises des gens et qu'en fait tout va bien, respire et note-le. Et dis-toi, ah bah là, j'ai survécu. Mais là, en fait, ça s'est bien passé. Je suis intacte, j'ai croisé des gens et là, tout va bien. Et c'est vraiment en accumulant des petites anecdotes, des petites observations et en mélangeant ça avec le passage à l'action et à côté le travail de régulation émotionnelle et de relation hyper bienveillante avec toi-même, ça va renforcer le positif, ça va permettre de le voir et de l'enregistrer et ton corps va finir par trouver ça normal et finalement ces situations sociales vont être de moins en moins inquiétantes. Donc tu peux prendre par exemple des notes tous les soirs de tout ce qui s'est bien passé ou le faire en temps réel comme je viens de te l'expliquer. 9e conseil, aligne-toi sur tous les plans. Tu as besoin de travailler de manière cohérente pour pouvoir faire évoluer ton anxiété sociale. Tu as plusieurs dimensions qui sont interdépendantes et qui ont une influence entre elles. Les pensées, les émotions, les actions et l'environnement. Donc tu as besoin d'avoir un environnement qui soit cohérent avec ta guérison, ta confiance sociale. Donc typiquement de regarder des films, des séries, des livres, des informations qui renforcent ta vision positive du monde et de l'être humain. De l'autre côté, tu as besoin de pouvoir gérer tes émotions et pouvoir les accueillir avec bienveillance, réguler ton système nerveux, réguler ton stress, pour pouvoir expérimenter plus de calme, plus de confiance, plus de curiosité envers le monde. Ça va vraiment te soutenir pour pouvoir passer à l'action. Et les actions, elles sont fondamentales, parce que sans les actions, tu vas pas pouvoir mettre à jour ton comportement et mettre à jour aussi ton système de croyance. Donc tu as besoin d'agir de manière méthodique, progressive, et de prioriser aussi les zones d'action, comme on l'a vu précédemment. Mais ça, tu as aussi besoin de le faire en parallèle avec des pensées qui sont constructives, des pensées qui vont te donner confiance, des pensées qui vont te faire sentir en sécurité avec toi-même et dans des situations sociales. C'est ce méga combo de pensée, émotion, action et environnement qui va faire que tu vas passer du mode anxiété sociale au mode
confiance et épanouissement social. Enfin, 10e conseil. Fais un travail de guérison des traumas. Les traumas d'enfance en particulier, ainsi que les traumas transgénérationnels. Beaucoup de peur, beaucoup d'autocritique, beaucoup d'interdits inconscients ont été programmés dans ton enfance et dans le transgénérationnel. Si tu te libères de ces traumas, tu vas pouvoir sentir comme une nouvelle énergie, une énergie de vie, une énergie de confiance, quelque chose qui a envie de se déployer, quelque chose qui est beaucoup plus fort, heureux, tranquille. Et souvent, on n'imagine pas à quel point ces traumatismes inconscients nous alourdissent et nous empêchent de faire des choses et d'avancer dans la vie. En particulier quand il s'agit des traumas d'enfance, des traumas qu'on appelle complexes ou invisibles. Parce que ce n'est pas des situations spectaculaires qui sont des évidences qu'il y a eu un problème et que du coup, c'est pour ça que tu bloques dessus. Non, c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus insidieuses et qui généralement sont perçues comme étant des situations insignifiantes. Et je te raconte pas le nombre de personnes que j'ai en séance qui me disent « je n'arrive pas à croire que ce souvenir-là ait été si important dans la construction du problème actuel. » Ce petit truc que j'ai vécu qui a l'air de rien du tout, comment ça a fait qu'aujourd'hui je me retrouve dans des schémas qui me bloquent et qui m'empêchent de me réaliser et de grandir. Donc vraiment, ne sous-estime pas le travail de libération et de guérison des traumas. En complément de tout ce qu'on a vu à côté, bien sûr, car l'anxiété sociale, c'est un gros sujet, c'est un gros projet de guérison, mais les bénéfices en valent la peine, car l'anxiété sociale, c'est un enfer, c'est un cercle vicieux, c'est de pire en pire en pire, c'est comme de tomber en permanence de plus en plus bas. Donc en faisant un travail de guérison de l'anxiété sociale, tu ne peux que te sortir de plus en plus du trou et véritablement commencer à prendre ta place dans le monde et à expérimenter un sentiment de bien-être, un sentiment de plaisir à vivre. Et ça, c'est fondamental. Et je sais que ça peut paraître lourd, là, cette liste, ces 10 conseils, c'est des choses qui ont besoin d'être tenues dans le temps, ça demande beaucoup d'implication de ta part et sur différents plans en même temps. Donc si jamais tu te sens dépassé à l'idée d'appliquer ces conseils, je t'invite vraiment à te faire accompagner par des professionnels qui sont spécialisés dans ça. Un professionnel qui va t'aider à guérir un trouble d'anxiété sociale, il va prendre en compte où est-ce que tu en es aujourd'hui et te proposer un plan d'action progressif pour pouvoir évaluer les méthodes qui sont efficaces pour toi, acter qu'il y a un progrès, te permettre de prendre confiance dans tes capacités et petit à petit d'être de plus en plus à l'aise et autonome dans ta guérison. Si tu es intéressé pour travailler avec moi, sache que la première rencontre consiste à faire un bilan de ta situation, des solutions que tu as déjà essayées qui n'ont peut-être pas suffi. Typiquement, si tu as fait déjà un parcours de psychologie, de l'EMDR, de l'EFT, des soins énergétiques, des choses comme ça. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des personnes qui sont en errance médicale et en errance de soins de bien-être. Et j'ai l'habitude du coup de faire face à ces situations complexes comme moi-même j'ai été dans cette situation pendant très longtemps. Donc moi, la première chose que je fais avant de commencer à mettre en place quoi que ce soit, c'est déjà de faire un grand bilan sur qu'est-ce qui a déjà fonctionné, pas fonctionné, et de clarifier la situation. Ensuite, on mettra en place un plan d'action. Je te proposerai un programme sur mesure par rapport à ce qui est ressorti de ton bilan pour pouvoir t'aider à solutionner ta problématique. Si tu es intéressé, ce sera avec plaisir de recevoir ta demande. Tu vas pouvoir retrouver en description comment me contacter. Alors, as-tu aimé cet épisode ? Si ça t'a apporté de la valeur, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire et des pouces en l'air pour m'aider à le rendre visible. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui sont venues m'écrire pour me partager leur enthousiasme, leur satisfaction autour de ce podcast. Les personnes qui ont partagé l'épisode à des proches autour d'elles, qui ont recommandé mes services également. Je vous remercie bien fort. Vos retours me donnent de l'inspiration et de la motivation pour continuer à produire de nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas, si vous avez envie que je développe sur une problématique en particulier, que j'aille plus en détail sur un sujet que j'ai déjà abordé, partagez-moi ça en commentaire ou venez me le dire
sur Instagram. Et je n'ai plus qu'à te dire, prends bien soin de toi, belle âme. À très bientôt dans un prochain épisode.